bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Place to Buzz. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Gilles Cherdieu. Gilles Cherdieu, aujourd'hui, est une légende, un mythe dans l'univers du karaté, puisqu'il est 5 fois champion du monde. C'est un record dans la discipline. Gilles Cherdieu, aujourd'hui, est professeur de sport et il a aussi un projet fédéral pour la Fédération française de karaté. Bienvenue à toi, Gilles. Merci, Denis, merci pour l'invitation. C'est un plaisir et je vais le dire, un honneur, parce que je suis moi-même karatéka, je suis ceinture noire de karaté, 3e dan. Ça paraît comme ça, mais par rapport à ce que toi tu as développé comme savoir-faire, c'est vraiment, je viens ici en toute humilité, mais c'est quand même, tu es une légende du karaté français, donc pour moi c'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur de te recevoir. Merci beaucoup, je suis content d'être une légende, hein. C'est toi qui me le dis, mais je le prends de façon très positive et je suis surtout heureux d'avoir vécu ma vie de karatéka et un peu inspiré aussi ceux et celles qui sont passés derrière moi. Alors, on va parler de ton histoire personnelle, ce qu'on appelle ta légende, on va parler de tes jeunes années, sachant que l'objet de ta venue ici, c'est vraiment de parler de l'avenir de la discipline karaté, puisque tu es aujourd'hui très impliqué dans l'univers du karaté, et ça depuis ta plus jeune enfance, et que tu as un projet pour la Fédération française de karaté que tu vas nous présenter. Mais dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles de tes jeunes années. Comment un jeune Guadeloupéen est-il devenu champion du monde de karaté, et pas qu'une fois, 5 fois? Écoute, oui, c'est un peu un projet de vie. J'ai commencé depuis petit, je nourrissais cette ambition, ce vœu, cette idée un peu folle d'être devenir un champion. Au début, je voulais devenir un footballeur professionnel comme l'ensemble des petits, notamment en Guadeloupe. Et comme tu l'as dit, j'ai grandi dans cet environnement caribéen qui m'a amené aussi à être proche du sport, de la pratique et à faire en sorte que une journée ne pouvait se passer sans que je fasse du sport ou une activité physique. Donc j'ai nourri ce vœu et je me suis lancé dans cette aventure un peu folle de pratiquer du karaté et surtout d'avoir un palmarès ensuite qui a été, je ne vais pas dire inégalé, mais en tout cas exceptionnel. Donc très heureux. Très heureux. Alors, comment on s'intéresse au karaté quand on est jeune Guadeloupéen, au moment où toi tu avais 10 ans, 12 ans? Alors écoute, ça a été vraiment un concours de circonstances. Bon, comme je te l'ai dit, je voulais faire du foot. Et avec un peu la mentalité qu'il y avait dans cette discipline, mes parents n'ont pas été très encourageants à cette pratique. Et un peu par défaut, mon frère, Jean-Pierre, que je salue, qui était parti faire des études, qui est docteur en mathématiques, est revenu en Guadeloupe pour enseigner, pour y vivre. Et il a ouvert un club de karaté. Et un peu par défaut, je l'ai suivi, j'ai pratiqué, j'allais aux entraînements, ça me faisait aussi ma pratique quotidienne. Au début, je n'aimais pas trop me battre, mais finalement, je me suis vite pris à la pratique et en fait au virus du karaté. Et j'ai enchaîné petit à petit la progression, les résultats, les premiers résultats départementaux, régionaux avec la Martinique, la Guyane et vite nationaux et internationaux. Donc c'est un peu comme ça que je commence de façon tout à fait accidentelle la pratique du karaté. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous détailles les vertus, les valeurs du karaté, parce que c'est important aussi dans ton projet fédéral. Et je sais que moi, pour avoir pratiqué le karaté, que c'est un lieu où on pratique l'humilité, où on apprend beaucoup sur soi. C'est pas juste une discipline sportive, ça l'est, hein, évidemment, ça fait des champions athlétiques, mais ça fait aussi des gens qui ont une mentalité différente. Et ça, c'est important pour toi. Quand est-ce que tu découvres, à quel âge tu découvres les valeurs du karaté et comment tu les fais tiennes aujourd'hui? Alors, de façon classique, au fur et à mesure de la pratique. Oui, au début, on perd. Alors, je parle d'activité sportive. Au début, on perd puisque les enfants, les adolescents rentrent à travers l'activité, peut-être aussi et surtout à travers le prisme de l'activité sportive. Donc voilà, je me suis entraîné pour gagner des compétitions, pour gagner, entre guillemets, des concurrents. Alors, bien entendu, j'ai rencontré au début des gens plus forts que moi. Et petit à petit, avec l'entraînement et avec surtout cette persévérance que je me suis découvert, j'ai réussi à gravir les échelons. Alors, c'est quelque chose qui est une part d'inné, c'est-à-dire que cette envie supérieure de gagner, on l'a en soi. Et ce n'est pas l'objectif, en fait, je veux dire, ce n'est pas uniquement la seule chose qui nous fait réussir. Et surtout, après, c'est un travail. C'est une volonté, c'est un entraînement et c'est un dépassement de soi que propose la pratique sportive. Bien entendu, il n'y a pas que le sport, mais quelque part, c'est cette pratique, ces échéances, ces objectifs que je me mettais
qui m'ont permis aussi de découvrir ce que j'avais au plus profond de moi. C'est pour ça que je pense que la pratique sportive est quelque chose de très formateur. Et cette volonté supérieure, je dis bien supérieure, d'exister, de gagner, et qui fait qu'arriver, par exemple, à un championnat du monde, il y a une 60aine de pays représentés, il y a un seul champion du monde par catégorie, et finalement, c'est toi ou vous qui êtes sur la première marche du podium. Alors, tu m'as parlé des valeurs sportives, je les entends. Est-ce que tu peux aussi me développer 2 ou 3 valeurs que vont ressentir, nourrir les karatékas qui vont pas être champions du monde et qui vont, comme moi, pratiquer 3, 4, 5, 6 fois par semaine sans jamais avoir l'espoir de briller dans une compétition? Moi, je pense que c'est la valeur... alors, je vais un peu inverser la chose. Je pense que quelque part, on découvre des valeurs, et cette découverte fait en sorte que finalement, on a davantage confiance en soi quand on pratique le karaté. Cette confiance en soi, ça ne veut pas dire cette confiance sans tenir compte des autres, mais ça nous donne une confiance aussi bien physique que mentale. Nous apprenons aussi à vaincre un peu nos peurs. Arriver sur un tatami, il faut être capable d'être face à un partenaire, travailler avec lui, faire des combats, aussi montrer face à un public ou des gens qui vous observent la qualité de votre karaté. Et en parallèle, il faut avoir cette humilité. Et ça, c'est une valeur que le karaté et les arts martiaux développent, cette humilité de dire « je suis peut-être arrivé à un certain niveau, mais ce niveau, cette valeur que j'ai acquise, finalement, je l'ai acquise grâce à des gens, avec un environnement, avec un club, avec un professeur ou un sensei, ou avec des partenaires d'entraînement qui m'ont permis d'arriver jusque-là. » Et ça, c'est quelque chose aussi que je dois retranscrire, retransmettre. Donc, c'est cette école un peu du dojo et de la vie que la pratique des arts martiaux peut donner. Il y a aussi le respect. Ce respect, je mets bien les deux syllabes, ce respect que nous devons avoir et qui fait en sorte que quand on arrive au dojo, quand on arrive au lieu de pratique, bien entendu, on a ce respect par rapport à celui au sachant, celui qui nous donne, qui nous transmet le savoir, c'est très important, cette transmission de savoir, et le respect par rapport à ceux et celles qui nous entourent. Le respect, c'est aussi par rapport aux jeunes pratiquants, qui fait en sorte que, à partir du moment où on s'adresse à un individu, qu'il soit jeune, qu'il soit adolescent, qu'il soit adulte, qu'il soit senior, on lui doit une sorte de reconnaissance et une bienveillance par rapport à la pratique, de façon générale dans le club, mais aussi hors du club. J'ai tendance à dire qu'à partir du moment où nous mettons un kimono ou une tenue d'art martial, finalement, on doit sentir que nous pratiquons les arts martiaux. Alors moi, quand je mettais le karaté-gi ou le kimono, il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est que on se place au moment du salut face au sensei, dans l'ordre des grades, et celui qui est le plus à droite et qui guide un petit peu ce salut, c'est le plus ancien dans le grade le plus élevé. J'aime bien cette formule, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Ça dit beaucoup du karaté, non? Ça dit énormément. Ça dit justement que c'est une pratique organisée sur une forme sociétale. Et on a justement un peu sur la vision de l'organisation de la société, le référent, le chef entre guillemets, mais ceux et celles aussi qui font vivre la société. Et dans notre dojo, pour les autres disciplines associées, on retrouve aussi cette organisation. Et mine de rien, ça donne une volonté aussi de s'identifier par rapport à l'organisation de la société et de dire qu'aujourd'hui, je suis là, ceinture blanche, jaune, etc. Et j'ai des gens qui peuvent être des références, qui nous servent aussi de modèles, de guides, c'est bien le sensei que les hauts gradés, et qui peuvent et qui doivent nous servir à avancer, à progresser. Et moi, je pense que les arts martiaux sont un excellent, un grand vecteur de ce genre d'organisation et de proposition de construction de l'individu. Alors, je te remercie pour cette digression que j'ai moi-même provoquée. Je n'oublie pas ma question liminaire qui était de te poser de retracer ton parcours de champion. À partir de quand tu commences à avoir les premiers résultats et que tu vois que tu as un niveau très élevé, et quand viens-tu en France pour développer ce talent? Je me replonge dans un temps que les 20 ans, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Simplement, oui, j'ai un très bon souvenir de ma pratique. J'ai commencé le karaté dans une petite salle d'une bourgade qui s'appelle Bémao, d'une ville en Guadeloupe qui s'appelle Bémao, qui est à côté de Pointe-à-Pitre, et dans une salle vraiment très sommaire, très spartiate, et pas adaptée aux arts martiaux, mais voilà, je pratiquais avec mon frère qui avait ouvert son club là-bas. À l'époque, je te parle des années 80. Et finalement, je m'entraîne régulièrement de façon assidue.
Et je commence à avoir des petits résultats départementaux. Je suis sélectionné pour faire les championnats Antilles-Guyane. Pour moi, c'est déjà... je voyage grâce au karaté, donc je vais en Martinique et je gagne les championnats Antilles-Guyane. Donc j'ai un petit niveau régional intéressant. Et voilà, c'est passé quelque chose d'assez exceptionnel, mais qui, je veux vraiment le noter aujourd'hui, mais qui a marqué ma vie. Je passe mon bac, ma première année. Je passe bien mon bac la première année. Donc, j'étais un élève un peu normal à cet âge-là. Mais bon, travailleur, mais juste ce qu'il fallait. Et finalement, je passe mon bac et il y a l'équipe de Paris, justement coaché par Serge Chouraki, qui allait devenir mon professeur. Ton mentor. Mon mentor, je lui dois beaucoup, vient en Guadeloupe pour faire une rencontre Guadeloupe-Paris. D'accord. Et je suis sélectionné à cette rencontre. Et finalement, cette rencontre se passe 2 jours avant le début du bac. Je te laisse imaginer ce que mes parents me disent. Hors de question que tu aies été blessé à une compétition de karaté. Passe ton bac d'abord, comme dirait l'autre. Et donc, je me retrouve à observer, mais avec la mâchoire serrée, mes camarades combattre contre l'équipe de Paris. Et qui prend ma place, parce que je commençais à avoir un petit résultat assez intéressant. C'est mon frère qui me remplace dans l'équipe de la Guadeloupe contre l'équipe de Paris. Et il rencontre Marc Piré, qui est mon grand ami. Marc Piré, qui est aussi un Guadeloupéen, mais qui a toujours vécu ici, qui allait devenir quelques mois après champion du monde. Donc il était au sommet, à l'apogée de son art. Et Jean-Pierre, mon frère, le rencontre à ma place. Il fait son combat, il perd, mais il lui tient bien tête, il perd. Et en sortant du combat, il me dit quelque chose qui a marqué ensuite toute ma pratique. Il me dit, j'étais face à lui, c'est un plus de 80, c'est un lourd, et il combat comme un léger. Et il me montre sur le parking de l'endroit où ils ont combattu, il me montre un peu ce qu'il a vécu face à lui. Et il m'a dit, Gilles, on va bosser ça. On va bosser ça. Il a senti que là, il y avait a senti... C'est un scientifique. Une voix différente. Voilà, c'est un scientifique. Il analyse les choses, il voit, il observe et il en déduit après alors je vais pas dire des théories, mais en tout cas une marche à suivre. Et il m'a proposé cela. Et alors sur le coup, ça a été horrible. C'est-à-dire que je rate mon bac, mais je pense que c'était inconscient. Je ne peux pas l'exprimer, c'est comme ça. Et à partir du moment où je rate mon bac, on commence à travailler cela. Ce qu'il me propose, cette technique, cette façon de combattre. Et Denis, j'explose. Mais c'est le cas de le dire, j'explose. Ouais. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, au niveau de la Guadeloupe, je deviens vraiment le meilleur combattant. Imbattable. Je fais des compétitions au niveau régional, je gagne tout le monde. Je suis sélectionné pour faire les championnats de France junior à l'époque. J'avais 18 ans. Ouais. Je fais les championnats de France junior à Coubertin. Premier voyage. Je débarque, je fais une petite anecdote, je débarque à Paris sur la piste de Roissy en hiver. Enfin, c'était pas l'hiver, mais c'était début décembre. Il devait faire moins 2 degrés. J'arrivais de 30 degrés. C'était Rasta Rocket, c'est pour ceux qui connaissent. Mais vraiment, donc je suis mort de froid, donc je vais combattre. Et je deviens vice-champion de France junior. Alors là, déjà, je me dis, waouh! Super. Pour moi, c'est bien. Ouais. Et je me souviens, à l'issue des championnats de France junior, alors, je devais gagner, mais on y reviendra. Je devais gagner, mais c'est moi qui perds. Et je suis appelé à la table, il me dit, voilà, tu vas pas revenir, mais sache que début février, on était début décembre, début février, tu es sélectionné pour faire le championnat d'Europe. Et je regarde, c'était Gilbert Grus, à l'époque, qui me l'annonce, je le regarde, je dis, mais c'est pas comme ça, de quoi vous me parlez, championnat d'Europe, exactement. De quoi vous me parlez, championnat d'Europe? Et je viens, donc j'appelle mon frère, il me dit ouais, c'est bon. Donc je reviens, je me dis mais qu'est-ce que le championnat d'Europe, moi petit Guadeloupéen, championnat d'Europe, c'est ça. Et donc je continue à combattre et en fait, c'est là où j'ai découvert un peu ce que j'avais vraiment au fond du ventre. Donc faut pas qu'on dénigre la pratique sportive parce que ça nous apprend beaucoup sur nous. Beaucoup. Et même ceux qui perdent, mais se présenter déjà sur un tatami, accepter l'opposition. Il faut rappeler quand même, à cette époque-là, on est loin du karaté d'aujourd'hui. Ça fightait. Enfin, je veux dire, les coups, on les portait, on les prenait. Il y avait un vrai danger, il fallait un vrai courage physique, on est d'accord. On n'avait pas de grosses protections, on avait des petites mitaines, on avait très peu de protection, c'est-à-dire une coquille protège tibia si on voulait. Un protège-dents, c'était même pas obligatoire. Et effectivement, quand on faisait des combats et des compétitions de karaté,
bon voilà, on repartait avec des souvenirs de ces moments, on va Ok. dire des souvenirs physiques. C'était important de le préciser parce que c'est pas juste une danse, c'est pas juste un combat à la touche. À l'époque, c'était vraiment un combat d'art martial. C'était une vraie opposition. Mm. Oui. Je ne dénigre pas le karaté Non, d'aujourd'hui, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. voilà, mais en tout cas, l'évolution fait qu'effectivement, on tend vers davantage un karaté escrime maintenant, Oui, où il y a des points qui sont marqués. Avant, la pratique était beaucoup plus, je ne vais pas dire virile, mais beaucoup plus forte, beaucoup plus impactante. Comme on dit dans le rugby, correct mais viril. Ah, exactement. Donc voilà, donc je fais, et donc mes premiers sélectionnés pour mes championnats d'Europe, je me prépare tant que je peux, comme je peux, et j'arrive à Paris, deuxième fois, alors encore plus froid, et je me présente à Coubertin avec l'équipe de France. Je me souviens, le premier survêtement, ce sont des éléments qui me marquent. Hein, premier survêtement, waouh, équipe de France, je regarde les meilleurs, je vois les nations, la Turquie, il n'y avait pas l'Azerbaïdjan, mais la Turquie, la Suède, l'Angleterre. Wow, qu'est-ce que je fais ici? Et en fait, donc je commence mes combats. Petit à petit, premier combat, deuxième combat, troisième combat, sans le savoir, parce qu'ils me l'ont caché, je rencontre le champion d'Europe en titre, qui est un Italien, je le bats. Quatrième combat, demi-finale, tout ça c'est une demi-journée, hein. Je rencontre un Turc, quatrième combat, je rencontre un Turc qui me mène 2-0 à 30 secondes de la fin. Ah oui. Ah ouais, non mais vraiment, je suis passé par tous les états, et à ce moment, c'est là où, enfin bon, j'ai découvert quelque chose, je dis hors de question que cet homme, cette personne me batte. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert la force du cerveau, la puissance du mental. Ouais. Et à partir du moment où je me suis dit cette phrase, les choses ont changé. Je ne vais pas dire incompréhensible, mais c'est ce qu'on appelle un peu la PNL. Mais je me suis dit ça, et en fait, tout s'est mis en place chez moi pour gagner. Et je le bats, on va en prolongation. Et pour moi, arriver en finale des championnats d'Europe, c'était déjà un objectif. Hein. Sûr, donc ouais. voilà, j'ai vécu la finale plutôt. En spectateur, je l'ai regardé presque, plutôt ouais. que. Et donc, tu fais été acteur. vice-champion d'Europe à ce moment-là. Vice-champion d'Europe la première année. Et donc, tu intègres l'INSEP et tout va très vite. Et bon, voilà, donc je suis sportif de haut niveau. Grâce à ce statut, j'intègre l'INSEP. Je réussis mon bac. Je viens à l'INSEP afin de suivre des études de prof de PS, de STAPS, hein, à la base, c'est ce que je voulais être. Et j'intègre l'INSEP grâce à ce statut. Et à partir de là, je suis une filière STAPS dans le but d'enseigner. Et voilà, donc j'alterne ma pratique sportive de haut niveau avec donc mon suivi scolaire universitaire. Et j'intègre le fameux club de Serge Chouraki, le SIC à Paris, avec une rencontre de ce monsieur qui va marquer énormément mon avenir. Serge, on te salue, Serge Chouraki, autre légende du karaté français, et notamment en tant qu'instructeur, il a le SIG, c'est le club mythique en France. Donc c'est lui qui devient ton mentor et aussi celui qui t'apprend tout, j'ai envie de dire. Alors voilà, l'apprentissage est fait avec mon frère. Ouais. Alors, avec tous les défauts, les lacunes que j'avais, puisque j'ai commencé tard la pratique, toutes les lacunes que j'avais. Et finalement, je suis arrivé dans son club. Il a vu lui-même, il s'est dit waouh, il y a quand même du boulot. Hein. J'étais raide comme une planche de bois et j'étais brut, quoi. Mais j'avais cette. Un peu ce fighting flamme, spirit, cette flamme qui me permettait de. Enfin, quand on est observateur, on sent ce genre de choses chez les sportifs, chez les athlètes. Et il m'a laissé faire parce que je suis arrivé dans un club où il y avait multiples stars. Hein, Serge, Marc Piré, Jo Goffin, enfin, d'ensemble de personnes, Bruno Pellissière que j'ai vu ce week-end, des champions d'Europe, des champions du monde, Daniel Serfati, des grands du karaté français. Marc Piré était quasiment une légende. Et surtout, je rencontre un club où il y avait aussi des gens à l'entraînement, parce que j'étais un peu la légende de mon club, un peu de la Guadeloupe, soi-disant, et j'arrive au club, je rencontre des gens qui sont des champions du monde de l'entraînement. C'est-à-dire que tu te mets face à eux en salle, mais tu passes un très mauvais moment. J'étais un petit jeune junior, tu vois, c'est un peu le bizutage, on te fait savoir que tu arrives, mais il faut que tu respectes les aînés. Mon sensei me disait entraînement difficile, combat facile. Oh mon Dieu, combien de fois j'ai eu la tête qui tournait, je suis reparti, mais démoralisé, démobilisé. Et finalement, c'est un apprentissage. Si on ne passe pas par ce genre de situation, on n'apprend pas à vaincre ses peurs et à se dire il faut accepter de prendre des coups pour savoir, ce que c'est, pour maîtriser et pour en donner après. Alors, dans le
Bon esprit, hein, mais ce genre de... C'est de la formation, c'est de la formation. C'est de la formation indispensable. Je vous dis, j'arrivais quelquefois au SIC avec la boule au ventre. Je me dis, mais je vais prendre des coups. Ouais, normal. Mais en même temps, heureusement, parce que ça organisait mes journées et j'étais heureux quand je sortais de l'entraînement. Je me disais, voilà, j'avais pas envie de me battre et j'étais content d'avoir pris quelqu'un qui était plus fort que moi. Je gardais ce que j'avais vu, les moments où il m'avait dépassé et j'apprenais au fur et à mesure. Donc, je peux en témoigner, le fait de rentrer dans une sorte de bulle où tu es intense et où tu peux prendre des coups, ça crée une sorte de tension et tu es vigilant. Tu sais, c'est comme la plongée, tous ces sports où en fait tu es 100% dans ce que tu fais. Tu n'es pas 99, c'est à 100%. Et quand tu sors, ça génère un bien-être de fou, quoi. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est incroyable, comme tu dis, et c'est exactement ça. Tu rentres dans un environnement qui ne peut que te faire progresser. Simplement au contact, en regardant ces gens-là, tu t'entraînes à côté de grands, de forts, mais tu progresses. Inconsciemment, consciemment, et tu progresses. Et donc, voilà, c'est un cheminement qui m'a conduit, et c'est incroyable parce que on dirait que tout s'est mis en place. Pas te l'expliquer, même aujourd'hui, pour que je performe, pour que j'arrive vraiment à des résultats insoupçonnés et à mes rêves enfin. Alors on va aller vite, un peu plus vite, parce que j'ai plein de questions à te poser, mais la suivante, c'est 5 titres de champion du monde, ça fait de toi la légende du karaté français dont j'ai parlé. Raconte-nous le premier, le deuxième, le troisième titre, autant en individuel que par équipe. Alors oui, rapidement avec mes camarades, j'insiste bien, mes camarades de l'équipe de France, hein, je salue la mémoire de notre ami Alain Loeté qui nous a quittés, mais aussi Christophe Mina, Romain Anselmo, Michael Braun, Alain Varro, ce sont des gens qui avec moi-même, qui ont marqué l'histoire de cette période. Il y avait aussi qui était proche de nous, Alexandre Biamonti. Oui. Donc ce sont des gens qui ont marqué un peu notre période. Et en fait, on arrive en 1994, ma première sélection en équipe, puisqu'il y a une partie collective aussi, en équipe de France, où nous rencontrons nos frères ennemis, que sont les Anglais. D'accord. Les Anglais, un peu, ce sont les Brésiliens des années 90, avec une équipe quasiment imbattable et avec des légendes un peu comme l'équipe de France de foot à présent. C'est des athlètes qui viennent un peu des îles comme moi-même anglaises, hein, et avec des Jamaïque peut-être. Et des gars de 2 mètres. Très difficile à combattre et qui frappent. Et donc, on les rencontre en 1994. On a vraiment créé une émulsion. On s'est vraiment retrouvés autour d'un projet commun, individuel et commun. Oui. Voilà. Et donc, en fait, nous avons mis en place un collectif qui a su relever les défis. Et là, en 1994, en Malaisie, à Kota Kinabalu, on rencontre l'équipe d'Angleterre après un cheminement assez intense. On rencontre l'équipe d'Iran, on rencontre l'équipe de la Finlande, le Japon. Vraiment un championnat du monde très dense où je me fais assez mal d'ailleurs. Et on rencontre l'équipe d'Angleterre en finale. Alors, juste une petite anecdote. On fait quart de finale contre le Japon. Et quart de finale contre le Japon, je suis mis en 5e combattant. C'est un peu celui qui assure le combat. Je vais y revenir. Je vous dis ça pour qu'on parle de choses après. Et en fait, on va au 5e combat et je rencontre le plus fort des Japonais. Et ça a été un combat très tendu que je gagne à 1 point et qui nous permet de passer en demi-finale, puis d'être sélectionné en finale. Et donc, en finale, on bat les Anglais. Un peu plus facile que prévu. Ah oui, okay. Ah oui, mais on attendait facile, c'est beaucoup dire, hein, mais personne ne perd. Ah oui. Personne ne perd, mais ça a donné lieu à des combats assez intenses sur le tatami. C'était très âpre. Donc là, voilà. Donc ensuite, on gagne les championnats. Ça faisait depuis 1972 que la France n'était pas championne du monde. Ah oui, okay. Donc on remet les compteurs pas à 0, mais à 1, à 2, okay. À 22 ans, c'est ça. Et de là commence une grande épopée dans les années 90, un peu avec l'âge d'or du karaté français. Mais je salue aussi ceux qui nous ont ouvert la voie, les Montama, Piré, Pinda, etc., qui nous ont ouvert la voie pour faire en sorte que nous puissions, ce jour-là, cette période-là, être très performants. Donc, premier titre en collectif, en équipe. Voilà. Ouais. Et je viens sur l'année d'après, enfin les 2 ans après, où ça a été vraiment l'apogée de notre discipline, de notre équipe, 1996 à Sun City, Afrique du Sud, avec ce moment fort aussi, Mandela qui avait été libéré quelques années auparavant. Donc on a été à Soweto, on visite un peu de façon un peu touristique, mais avec un grand respect. Et on arrive en équipe de France au championnat du monde par équipe, notamment,
avec l'équipe d'Angleterre, qui a envie d'en découdre avec nous, de retrouver sa place. Pareil, un combat âpre. On arrive en finale contre l'équipe d'Angleterre. Donc, je prends quelques instants pour vous raconter ce qui se passe. On fait ces 5 combattants. Premier combat, on gagne. Deuxième combat, on perd. Troisième combat, on fait match nul. Et quatrième combat, on perd. Donc, il faut que je gagne ce combat avec 2 points d'écart pour que nous puissions être vainqueurs. Le combat est âpre. Donc, c'est le 5e combat décisif. Et en fait, je gagne à 1 point d'écart et en fait, je marque à la dernière seconde 1 point. Donc, tu la touche vainqueur. Nous arrivons sur le dernier combat où je gagne 2 points de différence et en fait, réclamation anglaise et le point est annulé. Je ne reviens pas dessus, mais après visionnage, ça a été une erreur de l'arbitrage et le point était valide. Mais bon, donc on se retrouve à égalité parfaite au nombre de victoires et au nombre de points. Et donc, faut un dernier combat. Combat supplémentaire. Et comme Teddy Riner au JO l'année dernière. Exactement. D'accord. C'est exactement la même configuration. Et ne dis pas que c'est toi qui as été choisi. Alors, moi, je suis là, je sors, mais complètement hors sol, rincé. Et j'ai à l'époque, je le salue aussi, je vois la discussion entre Serge Chouraki, de loin, Serge Chouraki, qui était mon professeur, mais qui était entraîneur national féminin aussi, et Patrice Ruggiero, que je salue aussi. Je les vois discuter et je me dis, ça va être pour ma pomme. Mais je me souviens bien, ça va être pour ma pomme. Et je regarde mes camarades, il n'y en avait aucun, qui avait envie moi le premier, qui était en disant, moi j'y vais. Et je vois Patrice Ruggiero qui se rapproche de moi et il me dit, Gilles, tu y vas. Il ne me demande pas mon avis, Gilles, tu y vas, et il s'en va. Et je regarde, je dis, tiens, voilà, donc ça c'est pour moi. Mais alors, comment dire, c'est un moment, je pense, depuis petit que j'attendais. D'accord, ouais, c'est avec comme toute la pression qu'il y avait au-dessus. C'est un moment, je me suis dit, ça c'est mon moment. Sans être confiant, mais je me dis, il faut que je vive ce moment. Et je rencontre, à l'époque, Wayne Otto, qui était le Zidane du karaté moderne. C'était presque mon idole quand j'étais adolescent. Et je le rencontre. Et je me dis, ça va être très compliqué. C'était quelqu'un d'exceptionnel en termes de karaté. Et à ce moment, je fais une erreur. Il me marque le premier. Et pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un switch dans ma tête. Je me dis, non, il ne va pas me battre. Et à partir de là, je lui marque un point. On est à égalité. À 3 secondes de la fin, je lui marque un deuxième point. Donc, on a quasiment gagné. Il me court dessus au hajime de l'arbitre et il me marque et il égalise à la dernière seconde. Et là, tout le stade est debout en train d'applaudir. Moi, j'entends ça quand je regarde la vidéo après, mais j'étais pas du tout là-dedans. Et prolongation, on a affaire à une prolongation du combat supplémentaire. Et là, c'est le premier qui marque. Tu as cité Teddy Riner tout à l'heure. Comme le 8 en or, puisqu'on parle de foot depuis le début. Ça s'appelle le Golden Score et en japonais, c'est Enshosen. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? J'avais plus aucun regard, plus aucun repère. Je ne savais plus quoi faire, ni attaquer, ni défendre. Mais vraiment, je sautillais sur le tatami en me disant, mais et maintenant ? Exactement. Et je pense qu'il était dans le même état que moi, Otto. Et il commence à me faire juste quelque chose qui change. Il me donne des temps, me fait des feintes. Et je me dis, oula. Et en fait, ces feintes m'ont servi de temps pour débarrer, pour l'attaquer. Et il m'a fait une feinte, j'ai dit, tu vas pas me faire 2. Et la deuxième feinte, je pars et je le marque sur ma technique favorite. Sen-no-sen, c'est ça exactement. L'attaque dans l'attaque. Attaque dans l'attaque. Et je marque sur ma technique favorite qui était un gyaku, une technique de poing au visage. Et donc, c'est comme ça qu'on devient champion du monde pour la deuxième fois de notre ère. Très belle histoire. Et en 2 mots, tu peux nous parler aussi de tes titres individuels, puisque tes titres individuels aussi qui ont marqué l'histoire du karaté. Voilà, suite à ça, j'ai dû 96, j'ai dû me remobiliser rapidement parce que 2 jours après, je combattais en individuel. Il y avait une forte charge affective, émotionnelle. Et donc, je deviens champion du monde pour la première fois en individuel contre un Japonais en finale. Oui, très très fort parce que je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là. C'était pas le favori et il l'a battu de son côté de grands noms. Moi aussi j'avais un tableau chargé, on se rend compte, donc j'étais très méfiant. C'est pas une belle finale que je vis, mais une finale étudiée. Voilà, donc je deviens pour la première fois un champion du monde individuel et en 98 le même scénario. Équipe individuelle. Alors moi un peu moins près parce que beaucoup de blessures.
la naissance de mon fils Yanis qui était qui ne voulait pas naître et qui a retardé. Ouais, tu m'as dit que tu avais des blessures. Enfin, je veux dire, le corps il morfle quand même. Le hein, corps à cette il époque-là. morfle. Le corps il morfle. Et à un certain moment, je sais qu'au dernier championnat du monde, en fait, j'avais des sparadraps partout. C'était vraiment, c'était vraiment pas une momie, mais en tout cas, j'ai dû vraiment me rafistoler pour être présent sur le tatami. Et surtout, encore une fois, j'arrive blessé et à peu près préparé. D'accord. Donc j'ai fait une grande, pareil au niveau de la préparation mentale, parce que je me suis mis à la préparation mentale, j'ai abordé le championnat différemment, en me disant j'étais pas sûr de gagner, mais hors de question que je perde. Alors, si je fais le récap, 94 par équipe, 96 par équipe individuelle, Paris en 98, 5 titres de champion du monde. Voilà. Un respect. Tu mets fin à ta carrière à l'issue de ces championnats du monde. Entre 98 et aujourd'hui, quel est ton parcours qui t'amène à vouloir abriguer la présidence de la Fédération française de karaté, à vouloir devenir la personne emblématique du karaté français au niveau fédéral? Quel est ton parcours? Et ça fait quelques années à raconter, si tu peux... parce qu'on doit aussi parler de ton mais je te remercie pour ces émotions. Moi, ça me fait vraiment vibrer. Mais voilà, donc si tu peux me parler de ton parcours jusqu'à pour qu'on ait le temps de parler un peu de ton projet fédéral. Mon parcours est un peu somme toute classique, hein. Je suis des études de STAPS à l'INSEP. Et donc de là, je m'oriente vers un professorat d'EPS, mais avec les stages que je fais, je me rends vite compte que c'est pas l'enseignement qui me passionne. Et donc, il y a un concours qui s'appelle le professorat de sport, qui permet d'être conseiller technique national et de travailler au sein de la fédération, donc agent du ministère des Sports, mise à disposition des fédérations. Donc voilà, je passe au concours que je réussis. Et de là, je commence à être conseiller technique national. On ouvre un pôle à l'INSEP, justement, un centre d'entraînement, Pôle France, et qui nous permet aussi de regrouper, comme je l'ai vécu, des jeunes pour l'entraînement et la formation. Donc ça a été mon projet. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que le karaté, comme je l'ai décrit auparavant, m'a donné énormément 80% de ma vie. C'est-à-dire que voilà, ça rythmait ma vie. Ça me donnait, je savais que mes entraînements, c'était ça. J'avais des compétitions, j'avais des objectifs. En parallèle, j'avais de la formation. Et donc, j'avais une vie équilibrée. Pas comme la vie des étudiants classiques, puisque c'était du sport. Il n'y avait pas trop de sorties, il n'y avait pas trop de vie en cité universitaire. Mais c'était une vie, somme toute, remplie, que je suis heureux, mais ravi d'avoir vécu. Et donc, grâce à ça, le karaté a fait de moi un sportif accompli, quelqu'un qui a passé un concours et qui est professionnellement engagé, ma carrière, je la dois aussi au karaté. Et finalement, ça a été 80% de ma réussite de ma vie, je veux dire 80-90% de ma réussite et de ma vie, je l'ai droit à cette discipline. Donc là-dessus, par rapport à ça, je vois mon engagement, ma vie, ma profession à travers justement la fédération qui est en charge d'organiser la pratique de cette discipline, de plusieurs autres disciplines. Mais moi, mon objectif et ma vision des choses, c'était de redonner un peu ce que j'avais vécu. C'est une belle histoire que je pense t'avoir racontée et faire en sorte que le maximum de jeunes, mais aussi des non-jeunes, tu m'as parlé de pratiquants qui ne sont pas sportifs, mais tous ceux qui ont l'amour de cette pratique puissent vivre leur pratique comme ils l'entendent et le mieux possible. Réussir, être champion de son projet, c'est ce que je cherche. Quel poste tu as occupé à la fédération, voire en dehors de la fédération? Je crois que tu as entraîné une équipe étrangère. Alors oui, j'ai passé un peu tous les postes à la fédération. Je commence en 97. J'ai été responsable du pôle France. Je suis revenu en 2014. J'ai été responsable de la formation, directeur des équipes de France. J'ai aussi encadré les disciplines associées et les organes déconcentrés, c'est-à-dire les ligues régionales et les comités départementaux. Oui, pour qu'on le rappelle, c'est la fédération française, c'est la FFKDA, la Fédération française de karaté et disciplines associées. Exactement. Et des disciplines associées. FFKDA, oui, tout à fait. Bien de le rappeler. Et en parallèle, donc, j'ai terminé mon dernier poste que j'ai occupé. C'est le poste de directeur technique national de 2021 à 2023, un peu plus de 2 ans, DTN. Super important. C'est pour moi le plus beau poste qui existe, avec beaucoup de responsabilités, mais ô combien d'actions constructives. J'ai eu l'honneur et la joie de vivre les Jeux Olympiques avec le champion olympique que nous avons eu, Steven Dacosta, et finalement, j'ai eu cette chance. T'étais avec lui à ce moment-là? J'ai fait partie de la délégation française en tant que DTN au Japon, à Tokyo.
pour ces Jeux Olympiques avec je ne vais pas vous raconter parce que c'est un film, les Jeux Olympiques. Si tout le monde savait la pression qu'on avait et comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, c'est quelque chose on peut écrire un livre, on peut même faire un film à présenter au César et aux Oscars. Mais c'est quelque chose à vivre. Okay. C'est-à-dire que les mots, je ne sais pas s'ils pourront retranscrire les émotions par lesquelles nous sommes passés pendant cette période, mais voilà, donc les Jeux Olympiques ont été un peu ce couronnement de ma carrière au niveau de la fédération du karaté et des arts martiaux en général, mais en parallèle, j'avais puisque je l'ai dit, le karaté m'a donné énormément, voire quasiment tout de ma vie. Heureusement, il n'y a pas que ça. Et j'avais ce projet, me dire, voilà, on peut avancer, on peut encore proposer des choses supplémentaires pour que tout le monde se retrouve. Alors, c'est là où naît ton envie d'aller encore plus loin, de briguer la présidence de la fédération. On peut parler un petit peu aussi de la situation actuelle. Oui. Tu as aussi des griefs vis-à-vis de l'équipe en place, parce que tout n'est pas conforme à tes valeurs, tout n'est pas conforme à ce que tu penses être juste pour la discipline. Est-ce que tu peux... On n'est pas là pour critiquer plus que ça, on est juste là pour faire un constat, nous dire un petit peu les points qui te gênent et qui te posent problème aujourd'hui. Je pense que la première des choses, c'est qu'il y a eu 2 équipes au niveau de la démocratie qui se sont présentées pour l'élection à la présidence de la Fédération française de karaté. Donc 2 candidats, et il y a aussi 2 groupes au niveau des membres du conseil d'administration. J'ai eu l'occasion de constater que nous n'avions pas eu un traitement équitable. Et ce sont ces griefs, moi, que j'ai fait remonter aux institutions pour dire que le traitement des candidats pendant la campagne électorale et pendant l'élection du président de la fédération n'ont pas été équitables. Donc, j'en veux pour preuve 2 éléments rapides. Il y a un organe qui s'appelle de presse fédéral qui s'appelle Officiel Karaté Officiel, qui est sorti au moment de l'annonce de la candidature du candidat concurrent. Et qu'à partir de ce moment-là, tout était fait pour que ce candidat apparaisse en édito, en photo, en interview sur ce média. Ce média qui était distribué 2 fois par mois à tous les clubs de Français de Navarre. Donc là-dessus, ça a été déjà un premier traitement inéquitable. Mais aussi, nous avons eu il était responsable national de l'arbitrage. Un fonctionnement de sa part et un financement de sa part que je ne sais pas où ça a été pris, le financement de sa campagne. J'ai mis cela entre les mains de la justice. Donc on est passé au préalable par le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Alors je rappelle le côté sportif, parce qu'il n'y a pas que le côté olympique, c'est l'organe indépendant représentant le CIO qui est chargé de gérer le mouvement sportif français. Donc il y a des sports olympiques, des disciplines olympiques, des disciplines non olympiques. Donc il a toute matière à donner son avis sur le karaté. Et donc de fait, suite aux élections où le candidat avec toute la machine fédérale qui le soutenait a pu bénéficier de cette machine. Ce candidat donc est déclaré vainqueur suite aux élections. Et donc je décide, 55-45 à peu près, 56-44, je décide quand même, au regard des éléments que j'ai, de dire, écoutez, là il y a quelque chose qui n'a pas été correct, nous devons mettre les choses à plat. Loin de moi l'idée de mettre le bazar au sein de notre fédération, parce que je pense qu'elle a besoin de calme, mais je ne conçois pas ma fédération, celle dans laquelle j'ai évolué, fonctionner dans ce cadre-là. Sur un tatami, t'aimes pas perdre. C'est pas possible. C'est-à-dire que si l'arbitre est pour un candidat, un des protagonistes plutôt que l'autre, je dis mais c'est inéquitable. Voilà. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas avoir un code moral au karaté et faire exactement le contraire de ce code moral au niveau du fonctionnement. Tu portes l'affaire devant le CNOSF. Donc tu portes l'affaire devant le CNOSF, le Comité olympique et sportif français, national olympique et sportif français, qui est en charge de la conciliation. C'est-à-dire que c'est une démarche préalable à une action en justice. Okay. Et suite à cette étude, les conciliateurs qui sont des magistrats professionnels me donnent raison. C'est-à-dire qu'ils décident qu'il y a eu des dysfonctionnements graves dans l'élection et dans la campagne électorale. Et de ce fait, suite à ces dysfonctionnements, ils incitent fortement la Fédération française de karaté à procéder à de nouvelles élections. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a une procédure en cours et je vais laisser la justice faire son travail.
Donc voilà, mais en tout cas, on peut en parler de l'orientation du CNOSF qui dit à travers sa conciliation, s'il vous plaît, refaites les élections parce que il y a eu des graves dysfonctionnements. Donc moi, je dis, nous avons un avis d'un organe indépendant montrant qu'il y a eu des dysfonctionnements. S'il n'y a rien à cacher, si vous n'avez pas peur, on va devant les candidats, devant les électeurs et on leur dit, attendez, voilà ce qui s'est passé, on revient devant vous. Il y a eu une fin de non-recevoir de la part du candidat opposé, Bruno Verfaillie. Fin de non-recevoir, il n'accepte pas la décision du CNOSF et il décide de continuer comme ça. Donc, je me suis vu contraint de mener l'action en justice. Et c'est pour ça que mes avocats ont saisi le tribunal de Nanterre et nous avons donc procédure en cours. Une procédure en cours qui devrait donc aboutir à de nouvelles élections dans un avenir proche. En tout cas, aboutir, je ne sais pas, mais en tout cas, les juges se prononçant pour savoir si ils suivent la décision du CNOSF, donc c'est-à-dire qu'ils réclament de nouvelles élections, et là, ce sera vraiment à faire, ou si les choses se sont déroulées de façon correcte. Ok, donc affaire en cours. Je pense que tu as aussi un autre grief, c'est le fait que la Fédération française de karaté soit déficitaire à ce jour. Oui, nous l'avons appris, alors que je le soupçonnais, mais nous l'avons appris à l'Assemblée générale dernière avec un déficit présenté de plus de 1 350 000 euros. Surprenant, parce que le budget prévisionnel laissait entrevoir qu'il y aurait un équilibre des comptes, et donc déficit de 1 350 000 euros, déficit qui, a priori, s'est creusé. A priori, pourquoi ? Parce que je pense qu'une fois arrivé aux affaires, l'actuel président, je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce déficit, mais il a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Et j'en veux pour preuve que, pas plus tard que la semaine dernière, les directeurs, les présidents de comités départementaux, mais aussi les directeurs techniques, ont reçu un courrier de sa part en disant que, alertés par la commissaire aux comptes, ils se voient contraints d'annuler certaines manifestations déjà à partir de septembre. Et donc là, je me dis, comment on peut arriver aux affaires à se dire, mais écoutez, on augmente le coût de la licence de 2 euros, on fait des prêts, mais finalement, le budget fédéral fait en sorte qu'on ne peut pas mener les actions qu'on s'est soi-disant proposé de mettre en place. Je pense que la gestion de la fédération mériterait vraiment d'être revue. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et je mets le mot parce que là, il y a des petits fonctionnements qui auparavant étaient claniques, et je l'ai dit devant la justice. Et en parallèle, nous avons un fonctionnement maintenant qui, j'ai l'impression, qui ne tient pas compte de la réalité. On gère, on fait des compétitions, on fait des stages, et finalement, quid de la gestion de la fédération, quid du projet fédéral ? Non, je pense que ce sont des actions. Et je le dis aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été reprises de mon projet. Oui. Moi, je le dis avec le sourire. C'est une très bonne chose. Il faut qu'il continue. Bien sûr. Parce que je pense que c'est une très bonne chose. Je vois les actions pour l'éducation nationale, pour les enfants, etc. Donc, ça fait partie de mon projet que j'avais mis en ligne et que tout le monde peut vérifier. Mais le projet, c'est savoir ce qu'on est aujourd'hui. Or, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas où nous en sommes par rapport à la fédération, budgétairement parlant, mais aussi sportivement au niveau des disciplines associées un peu partout, et ce qu'on veut devenir à la fin de l'Olympiade. Donc mon projet à la fin de l'Olympiade, moi je sais où je veux arriver, je sais ce que je veux faire de la fédération, et je sais surtout l'image que nous devons avoir au niveau de l'extérieur. Est-ce que tu peux me donner quelques grandes thématiques de ton projet fédéral, que ce soit pour les prochaines élections, si elles sont refaites bientôt, ou pour la prochaine mandature? Quelles sont tes grandes idées ? La première grande idée, moi je pense que, alors, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire un audit de la fédération. Il faut que je sache où nous en sommes par rapport à la fédération. Mais ça, c'est administratif et budgétaire et financier. Mais concrètement, sur les actions, moi je veux, première chose, c'est ce que j'ai mis dans mon projet, c'est donner du sens à la licence. La licence, aujourd'hui, à partir de septembre, va coûter 39 euros. Je veux que les gens qui prennent une licence, donc qui appartiennent, qui sont affiliés à la fédération, sachent pourquoi ils paient la licence. Aussi bien du baby, à qui on demande 39 euros, et il y a très peu d'actions, qu'au senior, qui a un petit passage de grade de temps en temps. Je veux vraiment que les gens sachent pourquoi ils ont les licences. Et je veux vraiment que chacun ait une, voire plusieurs actions annuelles qui leur soient dédiées. Aussi bien par les clubs que par les comités départementaux ou les ligues régionales. En tout cas, je veux vraiment que la fédération et ses organes déconcentrés puissent organiser les pratiques pour tout un chacun. Donc, un ensemble d'actions pour chaque catégorie de population. D'accord. Ça, ce sont pour les licences. Je veux aussi que
que les grades, qui sont le symbole aussi de nos disciplines, retrouvent un peu leur aura. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais de nombreux grades ont été distribués. Il y a une plainte en ce jour qui a été déposée. De nombreux grades ont été distribués à l'approche des élections. Et ça fait polémique. Et je pense que ce n'est pas à l'image de notre fédération, de nos disciplines, de notre état d'esprit. Donc là-dessus, je veux que le grade retrouve sa place, qu'il soit vraiment valorisé et non pas diminué, refus vers la baisse. Je peux dire que quand moi je les ai passés, même si j'ai pas d'éléments de comparaison, mais ça avait une vraie valeur. Ça, c'est clair. C'est exactement ça. Et je veux donc, comme tu le dis, avoir cette fierté de dire sûr. je suis ceinture noire, je sais ce que ça m'a coûté et je suis fier d'arborer cette ceinture autour de mes hanches. Et donc je veux vraiment que le symbole de la ceinture soit quelque chose de central dans nos disciplines. Je veux également que les formations retrouvent leur élément central. Aujourd'hui, je trouve que nous avons des formations qui sont revues à la baisse, qui sont données rapidement, sans garantie de sécurité, sans contenu au niveau de la pédagogie fort pour savoir que quand celui qui est titulaire d'un diplôme, qu'il soit fédéral ou d'État, puisse avoir un contenu conforme aux attentes en tant qu'encadrant, qu'enseignant, bénévole ou professionnel. Et ce que je veux dire, c'est que les cadres que nous formons aujourd'hui, c'est eux qui vont transmettre notre discipline pour les générations futures. Donc, si l'enseignement qu'ils donnent n'est pas complet, n'est pas en tout cas enrichi, aussi bien de façon initiale pendant le temps de leur formation que de façon continue tout au long de leur carrière, ben nous manquerons à notre devoir de formation. Je veux enfin, ça c'est très... J'ai 10 points, mais je vais les résumer. Je veux vraiment que nous puissions nous ouvrir à l'extérieur. Pour l'instant, j'ai l'impression que nous fonctionnons un peu en vase clos, en huis clos, et à travers des manifestations que sont les compétitions, les stages, un peu les formations. Aujourd'hui, la Fédération française de karaté a un partenaire. C'est un peu, je ne vais pas dire bizarre, mais c'est un peu dommage pour 250 000 licenciés que ce partenaire soit issu des arts martiaux et qu'il puisse financer quelques compétitions, quelques matériels et l'équipe de France. Je pense qu'au regard des valeurs du karaté, tu peux attirer du monde et notamment des entreprises. Mais bien entendu. Et je veux et je souhaite ouvrir le karaté, les disciplines associées. Il y a du sport en entreprise, une fédération française de sport en entreprise dont je connais le DTN. Et il y a aussi une philosophie que nous devons avoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'organisation du sport en France fait en sorte qu'au niveau territorial, sont organisées des conférences régionales des financeurs du sport. Il y a une volonté. L'État donne de moins en moins d'argent au sport, à l'organisation sportive française. On ne peut pas demander aux licenciés de financer la fédération et la vie de la fédération. Il faut que nous puissions nous appuyer aussi sur des financements de type privé, sans nous dévoyer, sans perdre nos valeurs, mais il faut que le privé nous accompagne pour proposer des activités, des disciplines qui survivent, qui vivent et qui tendent à se développer. Et pour ça, nous avons besoin d'argent. Bien entendu, comme je l'ai dit, sans perdre nos valeurs, nous allons garder aussi la maîtrise, la mainmise de nos philosophies de discipline, mais nous avons aussi besoin que certaines disciplines puissent intégrer notre financement. J'en veux pour preuve que plusieurs entreprises, déjà sportives, j'ai eu contact avec eux, étaient prêtes à intégrer le financement de la fédération d'une manière sportive, d'une manière traditionnelle, mais aussi d'une manière aussi orientée sur la santé. D'accord. Avec le vieillissement de la population, j'avais une pratique avec le vieillissement de la population, j'avais une pratique sur les seniors qui était proposée avec un financement, mais aussi pour les paras. J'ai eu un fonds qui était prêt à financer la pratique para et voire à la développer. Donc nous avons un champ de moyens qui peuvent nous être proposés à condition que, comme je l'ai dit, en parlant du projet fédéral, nous sachions exactement ce que nous voulons, où nous voulons aller et comment, avec qui nous voulons faire. Donc oui, l'ouverture au monde, c'est l'ouverture au monde de l'entreprise notamment. Un autre point à développer peut-être ? Mais je pense à nos clubs. Je pense à nos clubs parce que c'est eux qui reçoivent les pratiquants. Nos clubs, c'est notre maillage territorial. Et je pense que les clubs ont besoin justement d'avoir ce soutien, cet amour de la fédération et sentir que cette fédération est à leur côté, les soutient. Et j'en veux simplement, si je viens aux affaires, j'avais prévu dans mon projet de créer un bureau d'accompagnement et de suivi des clubs et des organes déconcentrés que sont les ligues et les comités régionaux. Mais en tout cas, leur mettre à disposition
un suivi, un accompagnement, des gens qui sont là à leur écoute et qui peuvent les conseiller pour le développement de leur activité. La formation des bénévoles est essentielle pour que ceux et celles qui nous encadrent sachent comment faire. J'ai une petite anecdote, si tu permets, que je veux raconter. J'ai eu, lors de ma tournée de campagne présidentielle pour la fédération, eu l'occasion de rencontrer pas mal de professeurs. Et il y a une qui a marqué vraiment, que j'ai rencontrée en Centre Val-de-Loire. C'était une prof qui me dit, écoute, j'ai ouvert mon club il y a 2 ans. J'ai un petit club, il y a 30 personnes dans ce club. Moi, je suis un petit club, mais j'ai un grand projet. Je veux vraiment faire développer notre discipline. Par contre, je voulais avoir des renseignements sur la pédagogie pour les enfants, notamment pour les bébés. Et j'ai appelé la fédération, personne ne m'a répondu. J'ai envoyé des mails, j'ai eu aucune réponse. Mais ça, je ne veux pas l'entendre. Aussi bien pour les profs qui me disent je ne peux pas accueillir des pratiquants para parce que je ne sais pas faire. Je ne veux pas l'entendre, ça. Nous sommes une fédération, nous avons une mission sociétale d'accueillir les gens et de pouvoir faire en sorte que les enseignants soient formés et adaptés aux pratiquants, d'où qu'ils viennent, leur sexe, leur origine, quoi qu'il soit. En tout cas, moi, je veux que le club soit vraiment le lieu d'accueil, référence de notre discipline. Ce que je ressens, c'est que tu veux vraiment, entre guillemets, purifier la fédération. Quand je dis purifier, c'est-à-dire la rendre à ses valeurs originelles, qui sont celles du karaté dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel tu voudrais mettre l'accent ? De manière générale, j'ai envie que notre fédération soit éthique et inclusive. Inclusive, je l'ai dit, avec tous les pratiquants, hommes, femmes, enfants, bébés, seniors, tout le monde doit être le bienvenu dans nos clubs et dans notre fédération. J'ai envie aussi que notre fédération soit éthique. Aujourd'hui, l'image que nous donnons n'est pas une belle image. Et j'en suis vraiment, je ne vais pas dire désolé, mais peiné. Je ne peux pas... Oui, peiné. Oui. Je le ressens, voire un peu révolté. Ah, mais je suis... ne peux pas savoir. J'ai donné trop... J'ai reçu trop de coups et j'ai donné trop de mon énergie, de ma vie à cette discipline, à cette fédération, pour voir maintenant les dérives, je dis bien les dérives, que je la vois vivre actuellement. Et je me dis que si nous sommes des gens responsables, des hommes et des femmes, et nous sommes de passage sur Terre, moi je pense que notre fédération, elle demeurera après notre passage. Et si nous voulons être fiers de ce moment que nous partageons ensemble, nous devons nous retrouver autour d'un projet commun, d'un projet partagé par tous, en tout cas par la plupart, et faire en sorte que les gens soient fiers d'appartenir à notre fédération et surtout de faire partie de cette famille, j'insiste bien, de cette famille fédérale portée par notre fédération. Donc, j'en appelle vraiment à la raison parce que je pense que nous avons beaucoup à faire par rapport aux mots MAUX de notre société, par rapport à toutes les valeurs que nos disciplines, karaté mais aussi disciplines associées, nous portons. Nous avons un beau moyen, un beau support pour, travailler là-dessus, répondre à ces mots et faire en sorte que nos disciplines soient reconnues. Dernier point sur l'éducation nationale, je souhaite vraiment que nous puissions intégrer ce milieu qui, a priori, quand on parle de karaté, ils se disent « Oula, violent, voyou et tout ». Justement, les valeurs pédagogiques, il y a des gens qui sont déjà investis dans les territoires au niveau de l'éducation nationale. Montrer aux jeunes actuellement, par rapport à tout ce qui se passe dans les collèges, les violences que nous connaissons, que la violence, il n'y a pas lieu. En tout cas, on va sur le tatami et on apprend à maîtriser ces pulsions, entre guillemets, à se maîtriser soi-même et à devenir... Je peux en témoigner si tu veux. C'est vrai que moi, j'ai vraiment commencé le karaté parce que je ressentais en moi parfois de la violence, comme on le ressent tous quand on a 25 ans et qu'on est à fond. Et ça m'a vraiment aidé. Tu vois, c'est vraiment un parcours de vie, un parcours de développement personnel. Et c'est vraiment quelque chose où tu apprends à maîtriser tes émotions, ta violence, quoi. Et il y avait cette phrase qui dit se préparer toute sa vie à un combat qui n'aura pas lieu. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très belle école. Parce qu'effectivement, au dojo, c'est un lieu où tu as le droit d'exprimer de la violence. Et à force de la maîtriser, tu dégages tellement de force que finalement, plus personne ne te fait chier. Et on dit aussi au karaté, il n'y a pas de première attaque. C'est un sport où tu n'es pas violent le premier. C'est-à-dire, si personne ne t'emmerde, tu fais chier personne. Et c'est une belle valeur. Enfin, je le dis avec mes mots, mais j'espère que tu les partages. Non seulement je les partage, et je vais aller faire une phrase sur ce que tu viens de dire, ton témoignage qui, pour moi, voilà, je l'ai reçu et je le partage entièrement. J'ai rencontré des gens de plus de 60 ans qui me disent « Mais le karaté m'a sauvé ».
C'est-à-dire que je pense que peut-être qu'il ne serait plus de ce monde actuellement. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un homme que je fréquente, en tout cas qui fait partie de mon environnement proche, il m'a dit « Le karaté m'a sauvé et je pense que je serais devenu quelqu'un de méchant, voire de mauvais, si je n'avais pas eu la chance de pratiquer cette discipline et cet art martial. » Et voilà, nous avons cet outil en main, ce formidable art que nous avons, et nous devons en faire quelque chose de positif, et je dirais même plus quelque chose de grand. On doit reconnaître un karatéka, on doit reconnaître un pratiquant d'art martial, et on doit faire en sorte que cette reconnaissance soit une reconnaissance positive. Gilles, je ne peux pas imaginer une meilleure fin à ce podcast. Je te remercie infiniment. Merci de t'être confié sur ta carrière. Merci d'avoir su donner un insight sur ce qui se passe à la fédération actuellement avec des actions avec lesquelles tu es en désaccord, sans pour autant avoir été ultra critique. Et merci aussi pour avoir exposé ici les grandes lignes de ton projet. Je te laisse le mot de la fin. Peut-être tu as encore quelque chose à dire. Je suis juste heureux. Je suis un homme comblé, père de famille, pratiquant, champion. Professionnellement, je suis établi. Donc moi, j'ai envie de dire que nous avons cette chance d'être des hommes et des femmes sur cette terre. Nous avons des missions individuellement à accomplir, mais aussi collectivement. Et nous avons cette responsabilité, quand nous sommes des hommes et des femmes responsables, de mener à bien et à terme un projet. Donc j'encourage vraiment toute la famille de notre fédération, tous les pratiquants d'arts martiaux, à être en conformité avec nos valeurs qui font de nous des citoyens et des gens fiers de l'être. Gilles, bonne chance pour ce nouveau combat, et je ne doute pas que tu vas le gagner. Merci pour l'invitation, merci pour tout, Denis. C'est un plaisir.